Bonjour, mon nom est Laurent Lucier. Je suis conseiller au service de l'habitation de la Ville de Montréal et j'ai préparé la vidéo qui suit pour vous présenter le règlement pour une métropole mixte. Il s'agit d'une vidéo de nature technique sur les concepts derrière le règlement et aussi sur l'application du règlement, donc sa mise en œuvre. On va regarder d'abord rapidement le contexte d'élaboration. On va voir ensuite certains concepts clés qui ont été introduits avec le règlement pour une métropole mixte. La troisième partie, c'est celle qui porte sur le calcul des engagements. Logement social, abordable, familial, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça va être calculé et finalement, on va regarder quelques petits aspects spécifiques liés à la mise en œuvre. Sur le contexte, qu'est-ce qu'il faut retenir? On doit retourner en 2005. Donc, en 2005, la Ville a adopté une stratégie d'inclusion de logements abordables. La stratégie reposait sur des outils incitatifs, a été mise en œuvre donc à partir de 2005. En 2017, ensuite, le gouvernement du Québec a modifié la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et a donné à toutes les villes du Québec un nouveau pouvoir qui est celui de rendre l'émission d'un permis conditionnel à la conclusion d'une entente sur l'offre de logement social abordable familial. Donc, ce nouveau pouvoir-là nous a permis de prendre la stratégie d'inclusion et l'expérience qu'on avait acquise avec la stratégie d'inclusion et de se doter d'un outil qui allait être plus systématique, plus prévisible, euh, qui allait aussi s'appliquer à l'ensemble des projets, donc avec le règlement pour une métropole mixte. Le pouvoir permet d'assujettir la délivrance de permis à la conclusion d'une entente. Pour ça, il faut adopter un règlement. Il faut aussi prévoir des orientations dans le plan d'urbanisme. Donc, on est venu aussi faire ce bout-là. On a adopté un règlement. On a aussi modifié le plan d'urbanisme en introduisant une nouvelle action qui vient détailler la vision de la ville, les orientations de la ville en matière d'offres de logement et de diversité d'offres de logement. Donc, ça, c'est dans le plan d'urbanisme. L'élaboration du règlement, c'est un travail qui a été un travail assez important, qui s'est amorcé à la fin de l'année 2017. On a fait un grand nombre d'analyses, d'études de faisabilité, entre autres des études économiques. Il y a eu plusieurs rencontres aussi avec une table des partenaires, avec des représentants de l'industrie et du milieu de l'habitation. Tout ça a permis d'arriver avec un premier projet de règlement en 2019 qui a donné lieu à des consultations publiques menées par l'OCPM, consultations de grande envergure, qui nous ont amené à réviser les règlements en 2020. Un nouveau projet de règlement a été déposé à l'automne 2020, adopté par le conseil municipal en janvier 2021 et finalement, depuis le 1er avril 2021, le règlement s'applique, donc est effectif là, pour toutes les demandes de permis qui sont déposées à partir de là. Si on regarde de manière générale, qu'est-ce que c'est le règlement pour une métropole mixte? Fondamentalement, c'est un règlement d'urbanisme, donc comme tous les règlements qui peuvent régir la hauteur, les matériaux de construction, c'est un règlement qui, effectivement, encadre la construction résidentielle. Mais dans ce cas-ci, la particularité, c'est que le règlement utilise la construction résidentielle essentiellement comme levier. Donc, comme levier pour favoriser l'implantation de programmes. Donc, en habitation, un outil privilégié qu'on a pour intervenir, c'est les programmes de logement social et communautaire. On a aussi des programmes de logement abordable, des programmes de rénovation, des programmes d'aide à l'acquisition d'une propriété. Donc, ces outils-là de type programme, mais avec le règlement, on se donne un levier supplémentaire pour faciliter leur implantation dans toutes sortes de secteurs. Donc, il faut vraiment voir le règlement en complémentarité avec les programmes. Le règlement crée des opportunités. Les programmes, eux, créent l'abordabilité. Et c'est en combinant ces deux outils-là qu'on va arriver à créer des milieux mixtes. Parce que quand on a des secteurs qui sont en train de se transformer, de se densifier, des nouveaux quartiers qui se créent, mais avec le règlement, on est capable de faire atterrir des programmes dans ces milieux-là, donc d'assurer qu'il y a une diversité de logements. Compte tenu que les programmes sont là aussi, ça veut dire que le coût que représente l'abordabilité pour les constructeurs repose en bonne partie sur les programmes, de sorte que ce qui reste à couvrir, qu'est-ce qui reste comme un coût
au niveau de la construction, c'est des montants qui sont, somme toute, marginaux. Donc, on parle d'à peu près 1 des revenus bruts des projets. Ça va aller un peu en bas de 2 dans des cas très spécifiques au centre-ville, des projets de grands projets. Ça termine la section contexte. J'entre dans les concepts clés. Je disais que le règlement pour une métropole mixte repose sur des nouveaux pouvoirs dans la loi. Donc, comme c'est des nouveaux pouvoirs, ça nous a amené à devoir introduire aussi des nouveaux concepts dans le règlement. Donc, c'est de ces concepts-là que je vais vous expliquer maintenant. Pour en parler, on parle de la question de base, qui est de savoir dans quel cas est-ce qu'un permis va être visé par le règlement pour une métropole mixte. Donc, la réponse simple à ça, c'est de dire que les permis qui sont visés, c'est les permis qui sont associés à un projet résidentiel qui ajoute au moins un logement et plus de 450 mètres carrés de superficie résidentielle. Donc, d'abord, il faut souligner la dimension ajouter un logement. Donc, il faut qu'il y ait ajout de logement si une demande de permis vise seulement à faire des rénovations puis n'ajoute pas de logement, mais évidemment, ça ne sera pas visé. Si le permis vise à ajouter, par exemple, un agrandissement, on ajoute un logement sur un triplex, bon, bien, la question du règlement, l'application du règlement est juste calculée en fonction du logement que vous ajoutez et non pas du triplex qui existe depuis bien avant le règlement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est ajouté. Ajouter, par contre, ça peut venir par une transformation. On imagine un bâtiment industriel qui est transformé en habitation. Et à ce moment-là, c'est de la superficie résidentielle. C'est des logements qui n'existaient pas, qui sont ajoutés. Donc, on va considérer que c'est de l'ajout de logement, même si la structure, le bâtiment, lui, existait. Donc, ajout de logement, c'est important. Puis la deuxième notion qui est importante, c'est la notion de projet. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans le cadre du règlement? C'est l'ensemble d'un projet, l'ensemble des phases d'un projet, même si ce projet-là est réalisé avec plusieurs permis. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'un constructeur fait des maisons unifamiliales, il en construit 10, puis il demande un permis pour chacune de ces maisons-là. Mais là, dans le cadre du règlement, ce qu'on veut, c'est venir conclure une entente pour les 10 maisons et on va les considérer comme un seul et même projet résidentiel. Pourquoi on fait ça? C'est parce que le règlement métropole mixte est hautement sensible à la taille des projets. Parce que plus on a un grand projet, plus c'est possible d'intégrer des logements sociaux, abordables, familiaux dans le projet. Dans le cas de petits projets, ce n'est pas du tout la même chose, on n'a pas les mêmes opportunités. Donc, on veut savoir le projet qu'on a devant les yeux, c'est quoi sa taille réelle. Comme on voit à l'écran ici, on imagine un projet de 200 logements. C'est un projet qui se réalise en 4 phases de 50 logements. Mais on est devant une situation très différente si on a 4 projets de 50 logements ou un seul projet de 200 logements. 4 projets de 50 logements, on va probablement pas, assurément pas pouvoir intégrer de logements sociaux à l'intérieur d'un projet comme ça. Si on a un seul projet de 200 logements, par contre, beaucoup plus d'opportunités. Donc, on veut savoir en quoi consiste ce projet-là. C'est pour ça qu'on a introduit dans le règlement une définition, une nouvelle notion qui est la notion de projet résidentiel. C'est quoi un projet résidentiel? C'est toute la superficie résidentielle qui est ajoutée sur un même emplacement. Donc, peu importe qu'il fasse l'objet d'un seul ou de plusieurs permis. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le cadre du règlement, les ententes qu'on signe, c'est des ententes cadres qui vont être signées à la première phase d'un projet, puis qui vont ensuite couvrir toutes les phases du même projet. Donc, un projet résidentiel, c'est toute la superficie résidentielle sur un même emplacement. Qu'est-ce que c'est la superficie résidentielle? D'abord, c'est la somme des planchers du projet mesurée à partir de la face externe des murs. Donc, on va prendre le bâtiment, on mesure la face externe des murs et on multiplie par le nombre d'étages. Ça va inclure autant les logements que les aires communes, les cages d'ascenseur. Ça inclut tout, en fait, sauf les espaces commerciaux, les stationnements intérieurs et qu'est-ce qui n'est pas des logements qui est en sous-sol. Donc, par exemple, des espaces de rangement qui seraient en sous-sol, bien, ça va être exclu. Tout le reste, c'est de la superficie résidentielle. Donc, toute la superficie résidentielle sur un même emplacement, c'est ça un projet. Donc, qu'est-ce que c'est un emplacement maintenant? Il y a 2 chemins qui vont venir définir un emplacement. Ça peut être des lots qui ont fait l'objet d'une même résolution de projet particulier. Donc ça, si vous êtes familier avec cet outil-là, c'est un outil d'urbanisme qui sert à autoriser un projet. Donc là, c'est typiquement associé à un seul et même projet. Donc c'est pour ça qu'on vient définir un emplacement comme, on vient
ça vient définir un emplacement. Donc ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, c'est des lots contigus qui appartiennent au même propriétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On parle de lots qui sont contigus ou qu'ils seraient s'ils n'étaient pas séparés par une voie de circulation. Donc, si vous avez un projet qui se développe de part et d'autre d'une rue, bien, ça va être un seul et même projet. On parle de lots qui sont détenus au moment de la signature de l'entente par le même propriétaire ou qui vont être acquis dans les 2 ans qui suivent. Donc, ici, l'idée, c'est que si vous faites une demande de permis pour la phase 1 de votre projet, pour le lot 1, mais vous êtes déjà propriétaire ou vous devenez propriétaire peu de temps après des lots pour les phases 2, 3 et 4, ce qu'on va signer, c'est une entente qui va couvrir l'ensemble des lots et non pas juste le lot pour lequel vous faites la demande de permis. C'est ça la logique derrière le concept de projet résidentiel. Et finalement, détenu par le même propriétaire. Donc, ça peut être par le même propriétaire, mais ça peut être aussi par des personnes liées. Qu'est-ce que c'est des personnes liées? C'est des compagnies qui, dans le fond, appartiennent à la même compagnie. Donc, comme on voit dans l'exemple ici, on a 3 lots. Chaque lot appartient à une compagnie à numéro différente, mais chacune des compagnies à numéro, toutes les compagnies à numéro, en fait, appartiennent au même constructeur. Donc, chacune de ces, donc les 3 lots vont être considérés comme un seul et même emplacement. C'est ce qui termine la section sur les concepts clés et nous permet de passer au calcul des engagements. Quand on parle de calcul des engagements, je fais une petite pause ici sur les secteurs. Donc, tous les engagements sont calculés en fonction de 5 secteurs. C'est des secteurs qui sont définis sur la base des valeurs de terrain parce que les secteurs vont servir à calculer des montants, des calculs monétaires qui sont en lien avec les valeurs de terrain. Donc, quand je parle de secteur, par exemple, je vais parler du secteur 1, là, qui est un centre-ville qui correspond au terrain où les valeurs sont les plus élevées. C'est à cette carte-là que je fais référence. Pour regarder les engagements, on va commencer par le logement social, après ça, abordable et familial. D'abord, qu'est-ce qu'un logement social? C'est un logement, la définition de logement social est très encadrée par la loi. C'est un logement dont la construction est subventionnée soit par le programme Accès Logis du gouvernement du Québec ou Accès Logis Montréal, son équivalent de la ville de Montréal. Donc, assez circonscrit, qu'est-ce que c'est un logement social et communautaire? Les logements sociaux communautaires sont développés par des coopératives, au BNL, par l'Office municipal de l'habitation, dans le cadre d'un programme. On est toujours sur un lot distinct, dans un bâtiment distinct. On n'est pas dans le même bâtiment que le volet privé. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que le constructeur a à faire? C'est de fournir un terrain ou de réaliser un projet dans le cadre des programmes dont je parlais à l'instant. Fournir un terrain ou réaliser un projet selon le mode clé en main. On va voir comment ça se matérialise, comment ça se calcule. Pour calculer les engagements en logement social, on va voir si c'est la même chose dans le logement abordable. La question qui nous intéresse, c'est le mètre carré de superficie résidentielle du volet privé. Donc, il y a un instant, je parlais de la superficie résidentielle. C'est vraiment l'information la plus essentielle. C'est quoi la superficie résidentielle du projet? On prend cette superficie-là, on la multiplie par 20 et ça va nous donner une superficie. Prenons un projet résidentiel privé qui fait 10 000 m², on applique 20 on a 2 000 m². Donc, c'est quoi ce 2 000 m²-là? C'est un potentiel d'un terrain qui va être cédé. Donc, mon projet de 10 000 m², pour mon projet de 10 000 m², on doit céder un terrain qui permet de construire 2 000 m² de superficie résidentielle. Et ça va être ça, la contribution pour le logement social. Permettre de construire 2 000 m², qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de la signature de l'entente, on regarde le zonage qui est en vigueur et on regarde le terrain, on regarde c'est quoi le potentiel pour ce terrain-là. Donc, le terrain doit permettre, selon le zonage en vigueur, d'atteindre ce potentiel-là. Le terrain, il est cédé, il n'est pas donné gratuitement, il est vendu, mais il est vendu à un prix fixe qui est déterminé dans le règlement. Donc, à l'article 15, c'est un prix qui va être fixé en fonction de la superficie du mètre carré constructible sur le terrain. C'est ce qu'on va appeler la contrepartie. Par ailleurs, si le constructeur réalise le logement selon la formule clé en main, donc construit aussi les logements, bien là, il y a tout le volet construction qui, lui, va être encadré et financé par les programmes. Donc ça, c'est géré à part du règlement. Le règlement utilise simplement le terrain, s'intéresse seulement au terrain.
La construction, c'est dans le cadre des programmes. C'est possible de réaliser le logement social, évidemment, sur le même site, sur un lot distinct, dans un bâtiment distinct, mais à même le site du projet. C'est aussi possible de le faire hors site. Quand on est au centre-ville, ce qu'on appelle le secteur 1, il y a un peu plus de flexibilité. On peut aller n'importe où au centre-ville pour réaliser ces engagements. À l'extérieur du centre-ville, on doit aller dans un rayon de 2 km à vol d'oiseau. Il y a une légère pénalité pour encourager, évidemment, l'inclusion du logement social sur le même site. On va exiger 22 de logement social plutôt que 20. Ça, c'est quand on réalise donc par la vente d'un terrain ou un clé en main ces engagements en social. Par ailleurs, c'est aussi possible de faire une contribution financière. Il faut comprendre qu'on est dans le cadre des programmes Accès-Logis, Québec ou Montréal. On veut avoir des projets d'une certaine taille. On parle typiquement de 30 logements pour un projet typique, là, comme taille minimale pour un projet social. Donc, tout ce qui est plus petit que. Donc, tout ce qui est un projet privé qui donnerait un projet social de moins de 30 logements, généralement, ne va pas donner lieu à la réalisation de logements sociaux et communautaires. Les engagements vont plutôt prendre la forme d'une contribution financière. Par contre, quand on a des grands projets de 200, 250, 300 logements, là, l'objectif de la Ville de Montréal, c'est d'avoir la cession d'un terrain ou la réalisation d'un clé en main. Donc, pour tenir compte de ces deux réalités-là différentes, la réalité des petits projets et la réalité des grands projets, on a un calcul des contributions financières qui suit des formules là, par palier progressif, de sorte que, rendu à une certaine taille, quand on approche de 150, 200 logements, ça devient financièrement plus intéressant pour le constructeur de vendre un terrain à la ville plutôt que de payer la contribution financière. Mais pour les petits projets de 20, 30, 50, 80 logements, la contribution financière n'est pas particulièrement pénalisante. Ça termine la section sur le logement social, ces considérations sur les contributions financières, et ça m'amène au logement abordable. Donc, le logement abordable, c'est distinct du logement social. D'abord, il faut dire, quand on parle de logement abordable, c'est une expression qu'on utilise couramment pour parler d'un logement qui serait abordable en fonction de la capacité de payer d'une personne ou d'une autre. Et ici, quand on parle de logement abordable dans le cadre du règlement, on a une définition qui est plus opérationnelle, qui est vraiment associée au règlement. Donc, on parle d'une offre résidentielle alternative qui n'est pas du logement social, qui n'est pas non plus du logement privé, qui se situe exactement entre les deux, en fait, qui va utiliser aussi, comme le logement social, des programmes qui peuvent reposer sur l'intervention d'organismes sans but lucratif, mais qui va se distinguer là, de l'offre qu'on connaît en social et communautaire. En termes de à qui s'adresse le logement abordable, là où le social s'adresse aux ménages à faible revenu jusqu'aux ménages à revenus modestes, bien, le logement abordable, dans le fond, couvre la suite du continuum en s'adressant aux ménages à revenus modestes jusqu'aux ménages à revenus moyens, puis en couvrant une diversité de profils, donc autant des locataires que des accédants à la propriété, des personnes seules, des familles, même les étudiants. Donc, une diversité de ménages dont les besoins sont moins bien comblés là, par le marché privé conventionnel. Ce qu'il faut retenir avec le logement abordable, d'abord, c'est que c'est une exigence qui va être ciblée, qui va se décliner différemment selon qu'on est dans une zone de logement abordable ou pas. Donc, quand on n'est pas dans une zone de logement abordable, l'exigence, c'est essentiellement une contribution financière qui est calculée pour tous les mètres carrés en haut de 4 500, donc en haut, grosso modo, de 50 logements. Cette contribution financière-là va aller dans un fonds qui, lui, va servir à mettre en œuvre des programmes, des interventions en logement abordable dans les zones. On va voir comment dans un instant. On voit sur l'exemple, en haut de 4 500, ça veut dire que, par exemple, si on a 5 000 mètres carrés, on calcule la contribution financière seulement sur les mètres carrés qui dépassent 4 500. Donc ça, c'est hors zone de logement abordable. Maintenant, les zones de logement abordable, qu'est-ce que c'est? Bon, la logique des zones de logement abordable, c'est que comme c'est une exigence comme l'exigence en logement abordable s'ajoute au logement social, le choix qui a été fait, c'est de concentrer cette exigence-là sur des secteurs où il y a eu des modifications du plan d'urbanisme. Quand on vient modifier le plan d'urbanisme pour augmenter la densité, la hauteur, changer l'affectation de manière à permettre l'habitation, c'est des gestes qui créent
de la valeur, qui ajoute une valeur importante à des terrains. Et cet ajout de valeur-là permet d'absorber le coût des exigences en logement abordable, de sorte que, prise ensemble, exigences en abordable, modification du plan d'urbanisme, l'ensemble de ce qui est de la modification ajoute pas un coût supplémentaire pour le constructeur. Donc, la création d'une zone de logement abordable se fait au fil de l'ajout des modifications du plan d'urbanisme. Au moment où cette vidéo est enregistrée, il y a 3 zones de logement abordable qui existent. Donc, on les voit à l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'arrondissement de Saint-Laurent, en haut à gauche, sur l'île des Sœurs et en bas dans l'arrondissement Outremont. Il y a d'autres zones de logement abordable qui sont appelées à s'ajouter à court terme. Peut-être qu'elles existent déjà au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc, les zones s'ajoutent progressivement, mais elles s'ajoutent en suivant toujours les mêmes balises. Donc, ça, c'est l'intention qui est exprimée dans les différents documents qui accompagnent le règlement. Les balises, vous les voyez à l'écran. Donc, la logique, c'est que quand il y a une modification du plan d'urbanisme qui permet de l'habitation là où ce n'était pas permis, on vient créer une zone abordable 2, c'est-à-dire où il y a 20 de logements abordables exigés. S'il y a seulement un changement à la hauteur ou à la densité, on regarde combien de mètres carrés de plus on peut construire. Donc, c'est quoi la plus-value en termes de superficie, de potentiel constructible sur le terrain. Si l'augmentation se situe dans la fourchette de 20 à 40 on exige 10 de logements abordables. Puis si l'augmentation dépasse le cap des 40 on exige 20 de logements abordables pour ce secteur-là. Donc, quand on est dans une zone de logement abordable, on a 10 ou 20 de notre superficie à fournir en logement abordable. Donc, comment on fait ça? En fait, on va devoir combiner 2 exigences. D'abord, toute la superficie abordable doit être vendue ou louée 10 sous la valeur marchande. Ça, c'est, on pourrait dire, le coût pour le constructeur est standardisé, 10 sous la valeur marchande, c'est à ça que ça correspond. Par ailleurs, les logements abordables doivent être soit réalisés dans le cadre d'un programme admissible ou cédés à un OBNL. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de programme, ça peut être le programme Métropole abordable, qui est un nouveau programme municipal de copropriété abordable, donc qui permet à un acheteur d'acheter une copropriété à 20 sous la valeur marchande et ce rabais-là va être perpétué dans le temps sur 30 ans ou plus. C'est possible de le faire dans le cadre du programme Accès Condo de la SHDM et aussi dans le cadre des programmes de logement locatif abordable administrés par la SCHL, programmes fédéraux. Par ailleurs, c'est aussi possible de céder directement un immeuble locatif à un organisme sans but lucratif. Ça peut être fait par le biais d'un immeuble neuf, mais ça peut aussi être fait par le biais d'un immeuble existant. Donc, un immeuble multilocatif construit dans les années 70, 80, où on trouve des loyers qui sont abordables, vendu à un OBNL à 90 de sa valeur marchande. Et l'organisme, lui, va être là, va conserver l'immeuble et assurer que les loyers restent abordables. Dans ces différents programmes-là, dans les zones de logement abordables, la Ville de Montréal peut utiliser l'argent qui provient des contributions financières qui ont été perçues sur l'ensemble du territoire, notamment dans le programme Métropole abordable, mais aussi pour compléter l'intervention quand un organisme achète un immeuble existant, par exemple, dans le but de préserver l'abordabilité. C'est comme ça que les contributions financières pour le logement abordable pourront être utilisées. Quelques précisions pour compléter rapidement. Donc, même en zone de logement abordable, il y a des contributions financières qui peuvent être versées plutôt que de réaliser la superficie. Un peu la même logique que pour le social. Quand on est en zone de logement abordable et qu'on réalise du logement abordable, dans le cadre de programmes comme le programme Métropole abordable ou les programmes locatifs fédéraux, on doit s'assurer d'avoir un certain nombre de logements familiaux dans la portion abordable, soit 25 de la superficie. Et finalement, c'est possible de réaliser sur le site du projet, mais aussi hors site, là, selon la même logique que je présentais pour le logement social.
Ça m'amène maintenant, donc, on vient de terminer le logement abordable, ça m'amène à vous parler maintenant du logement familial. Beaucoup plus simple, le logement familial, en fait, est défini avec 2 critères seulement. D'abord, un nombre de pièces. Donc, un logement familial, c'est un logement qui a 5 pièces, dont 3 chambres. Ça, c'est une définition qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Toujours 3 chambres et une superficie minimale qui, elle, va varier. On est à 86 mètres carrés dans les secteurs plus centraux et à 96 mètres carrés dans les secteurs plus périphériques, toujours en mètres carrés bruts. Ce qu'il faut retenir avec le logement familial, c'est que c'est seulement ces 2 critères-là, nombre de chambres, superficie, qui vont s'appliquer. Pour le reste, il n'y a pas d'exigence, par exemple, en termes de prix. Donc, ça, c'est le logement abordable. Dans le logement familial, il n'y a pas de contrôle sur le prix. Tout le volet familial est calculé aussi en nombre de logements. Donc, ici, on ne calcule pas des pourcentages sur la superficie. Le volet familial s'applique à partir de 50 logements. Donc, on est sur le nombre de logements. Si le projet fait plus de 50 logements, l'exigence s'applique. Et les pourcentages aussi sont calculés en nombre de logements. Donc, c'est en général 10 des logements qui doivent être familiaux. Sauf au centre-ville, on est à 5 et dans les extrémités de l'île, où il y a déjà une offre importante de logements familial sur le marché de la revente, des unifamiliales là, existantes, bien là, il n'y a pas d'exigence en familial privé. Dernière chose, le familial peut être réalisé évidemment sur le site du projet, mais aussi hors site. Par exemple, un constructeur qui ferait plus que son 10 minimum de logement familial, ce qu'il réalise en plus pourrait être comptabilisé pour un autre promoteur qui intervient dans le même secteur. Finalement, il y a une exemption des exigences en familial privé pour les projets de résidence pour aînés et les projets de résidence pour étudiants, donc 2 catégories spécifiques où il y a des exemptions pour le familial privé. Ce qui m'amène d'ailleurs sur la question des exemptions. Ça, c'est des exemptions juste pour le familial privé. Pour conclure le calcul des engagements, juste vous signaler, il y a certaines exemptions plus générales, donc des projets qui sont globalement exemptés du règlement. C'est des cas très spécifiques. Donc, on parle de résidence étudiante institutionnelle ou OBNL, par exemple, l'université qui construit une résidence, ça, c'est exempté. Un projet 100% social, évidemment, c'est exempté. Donc, un organisme construit du logement social, c'est exempté du règlement. Un projet à prédominance abordable, donc 80% des logements qui sont réalisés dans le cadre des programmes que je présentais plus tôt, soit des programmes fédéraux, soit le programme Accès Condo, va être exempté du règlement. Et finalement, quand la Ville vend un terrain et qu'elle prévoit dans l'acte de vente des conditions en matière de logement social abordable familial, bien là, c'est ces conditions-là qui vont s'appliquer, qui vont prévaloir, et non pas le règlement qui viendrait dédoubler ou contredire là, les conditions prévues dans l'acte de vente. Donc ça, c'est aussi un autre cas particulier. En dehors de ces cas que je viens de mentionner, le règlement s'applique partout. En conclusion, quelques notes sur la mise en œuvre. C'est donc un nouveau règlement qui repose sur du droit nouveau. Donc, évidemment, il y a un suivi très attentif qui va être fait de ce règlement-là. D'abord, il y a des rapports sur des indicateurs qui sont compilés et rendus publics à chaque trimestre. Il y a un comité de suivi concerté qui comprend des représentants de l'industrie, du milieu de l'habitation, certains services de la ville et aussi les paramunicipales en habitation qui vont accompagner ces rapports de suivi-là et se rencontrer aussi là, périodiquement. Sur un niveau plus économique, là, des paramètres du règlement, il y a une indexation de tous les montants de contrepartie, contributions, etc., qui est prévue, indexation à 5 par année, pour s'assurer que cette indexation-là continue de nous permet d'accompagner correctement le marché. Il y a aussi un suivi de la valeur des terrains qui est fait de manière annuelle. Finalement, à un niveau plus qualitatif, il y a un bilan qui est prévu après 2 ans de mise en œuvre qui va nous permettre de faire un retour sur l'application du règlement sur la base de la réalité là, de ce que ça va avoir, de ce qu'on va pouvoir constater sur le terrain. Un bilan donc à l'an 2. Dernière note sur la mise en œuvre, plus spécifique, entre autres pour les gens qui prévoient faire une demande de permis. Donc,
ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a élaboré un formulaire qui permet de communiquer là, simplement l'ensemble des informations dont l'arrondissement a besoin pour conclure une entente. Donc, c'est la fiche projet RMM. Vous la trouvez sur montréal.ca. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous faites une demande de permis qui va ajouter un logement, bien, il va falloir remplir cette fiche-là parce que votre demande de permis pourrait hypothétiquement être visée par le règlement. Si votre projet ajoute moins de 450 mètres carrés, ben à ce moment-là, vous l'indiquez et à l'arrondissement, on saura que votre projet est exempté. Si c'est un projet visé, bien, dans ce formulaire-là, vous allez pouvoir communiquer les informations qui sont nécessaires et l'arrondissement va pouvoir rapidement et facilement préparer l'entente que vous signerez avant l'émission de votre permis. Donc, c'était un survol rapide, très rapide du contenu du règlement. On peut entrer dans les détails amplement. Il y a beaucoup de choses d'autres à dire. Si vous avez des interrogations spécifiques, vous pouvez consulter le guide à l'intention des constructeurs qui devrait se trouver en ligne en même temps que cette vidéo qui le sera très vite si vous ne le trouvez pas. Donc, toujours sur montréal.ca. Et sur montréal.ca, l'outil de calcul que je vous invite aussi à explorer, qui vous permet de voir selon différents types de projets, selon différentes tailles de projets, les exigences qui s'appliqueraient à votre projet. Donc, j'espère que cette vidéo aura été éclairante et vous aura permis de mieux comprendre le règlement pour une métropole mixte. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.